Et donc vous avez dû entendre que la conversation va être enregistrée, parce que moi je l'ai eu en back-off, donc peut-être que vous avez dû l'entendre. C'était une des choses que je voulais vous dire, mais bon, maintenant ça c'est dit. Donc merci d'être si nombreux ce soir à cette conférence en ligne sur le thème de comment répondre au rythme de l'enfant de 0 à 14 ans dans la pédagogie Steiner-Waldorf. Et cette conférence va être animée par Philippe Rigaud. Bonjour Philippe, nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Et je vais te présenter succinctement avant de te laisser la parole pour à peu près 1 heure de conférence. Et je laisserai après l'ensemble de notre auditoire la possibilité de répondre de questionner, de poser des questions plus exactement sur le Q&A qui, voilà, questions-réponses que vous avez sur votre petit onglet en bas de votre écran. Et Philippe, dans la deuxième partie de cette conférence, pourra répondre à toutes les questions que vous allez lui soumettre. Donc, pour présenter Philippe rapidement, c'est un ancien élève d'une école Steiner-Waldorf à Anvers, en Belgique, et il a fait toute sa formation ensuite à Stuttgart. Et maintenant, à l'aube de ses 60 ans, il a plus de 30 ans d'expérience. Il a plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement au niveau élémentaire, collège et lycée, que ce soit dans les écoles Steiner-Waldorf ou même au niveau éducation nationale. Il est aujourd'hui accompagnateur de plusieurs pédagogues en France, en Espagne et en Belgique, et il est formateur au sein de l'Institut de formation en Espagne. Et il est également très actif au sein de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en tant que tuteur. Donc voilà, cette présentation faite, Philippe, nous te remercions encore une fois. Je te laisse la parole. Et donc pour 1 heure environ, et passé 1 heure, les questions te seront posées et tu auras à peu près une demi-heure pour répondre à toute question voilà, que nos auditeurs voudront bien te poser. Voilà, bah, écoute, merci à toi et puis nous te laissons la parole. À Très tout bien, à l'heure. merci Cornelia. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Le son y Pour est? moi, c'est bon. D'accord, j'espère que ce sera aussi le cas pour la plupart de l'auditoire en tout cas. Ok, alors commençons. Vous avez effectivement remarqué que nous allons parler donc du rythme des 7 ans, hein, donc, et surtout comment il se traduit, on va dire, en termes de développement, et en particulier comment la pédagogie Steiner-Waldorf essaie de répondre par une approche adaptée et, moi je dirais, singulière quand même. Hein. Alors évidemment, le nombre 7 peut évoquer toute une symbolique, hein, qu'elle soit religieuse, culturelle, même historique ou encore biologique, et peut-être provoquer une certaine réticence. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de fixation sur le chiffre en question et le considérer comme un repère, hein, comme un repère rythmique répétitif qui rythme justement, qui scande quelque part la vie humaine naturellement et de façon plus ou moins régulière. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou ce soir plutôt, c'est donc le rythme des 7 ans au niveau du développement de l'être humain, et en l'occurrence donc l'enfant jusqu'à 14 ans. Donc on va parler quand même de tout le primaire et donc le début du collège. Avec quand même une introduction, et j'insiste quand même sur ce point-là, une introduction par rapport aussi évidemment le jardin d'enfants avec lesquels on va faire un lien, bien sûr. Rudolf Steiner parle de naissance, de potentialité chez l'enfant, on va dire des capacités, aussi d'aptitudes extérieures et intérieures, permettant d'accéder à des niveaux d'apprentissage plutôt par le mouvement, plutôt par le ressenti, ou plutôt par l'intellect selon les âges. Ce qui est important dans cette façon de considérer l'être humain, ce n'est pas de copier sans réflexion la théorie que je viens d'énoncer, car cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein, la théorie, elle tue.
quelque part toute la réalité de la vie, mais de bien d'observer, donc de partir à partir de l'observation dans le temps, l'enfant dans son développement personnel. Comment est-il à la naissance? Comment est-il à 3 ans, à 6, 7 ans, à 9 ans, à 14 ans, etc. Et en tant que parent, je suppose que parmi vous, il y a pas mal de parents, vous êtes les mieux placés pour suivre cette évolution et cette progression, on va dire, à travers les âges de votre enfant. Vous pouvez caractériser les expressions corporelles, les expressions physiques et psychiques, et en général toutes les expressions de l'âme de votre enfant, mieux que quiconque. Alors la pédagogie Steiner-Waldorf utilise donc cette vision justement, hein, c'est son point de départ pour toute approche pédagogique et didactique. Elle va s'adapter, elle s'adapte à l'enfant et non pas l'inverse. Vous savez que dans le système classique, c'est l'enfant qui doit s'adapter aux programmes établis par des techniciens payés par l'État. Il est cependant important de mettre en avant le sens de tout apprentissage. S'agit-il uniquement d'apprendre par cœur des savoirs, des notions, des concepts, afin de pouvoir les reproduire comme un perroquet en fonction des besoins préétablis par l'État et la société? Est-ce ça le but? Ou peut-il y avoir une autre dimension, une autre approche, celle qui essaie de percer le mystère de chaque être humain individuellement, avec ses besoins, ses aspirations, hein, pour que le pédagogue, l'enseignant, mais aussi le parent, puisse tenter d'y répondre de façon adaptée. Et là, les contenus d'apprentissage peuvent jouer, car ils se mettent au service du développement de l'enfant et de l'être humain, et pas l'inverse. C'est là que la pédagogie Steiner-Waldorf essaie d'apporter des éléments nouveaux, une vision, on va dire, nouvelle quant à l'éducation, et en particulier, donc, effectivement, la pédagogie. Elle est fondée, cette pédagogie, sur l'étude de la nature humaine, dotée de ce souhait profond de former des êtres sains au sein de la société, capables d'apporter des forces de renouveau à la vie sociale et à la vie moderne de notre société, qui a tellement besoin, je le pense réellement, de se réhumaniser. Et pour ce faire, la pédagogie Steiner-Waldorf considère 3 facultés chez l'homme qui doivent être éduquées avec on va dire, une égale importance et qui se déploieront en 3 grandes phases de développement. Tout d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler la volonté, hein, entre 0 et 7 ans. Hein, c'est la tâche du jardin d'enfant. Dit volonté, mais peut-être, ou peut-on déjà réellement parler de volonté consciente et dirigée? Question, hein, car volonté veut bien dire faculté de l'homme de se déterminer en toute liberté et en fonction de motifs rationnels, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc c'est un choix libre et conscient. Mais l'enfant de 3 à 7 ans, en est-il réellement déjà capable? On verra cela en détail par la suite. Hein. En bref, pour quand même caser en quelques mots le jardin d'enfant, il s'agit dans cette phase de développement de cultiver les forces de mobilité corporelle et psychique de l'enfant par le faire, par l'action et ses déclinaisons répétitives rythmiques. Hein. La semaine est rythmée et chaque jour est consacré à une activité particulière. Hein. L'enfant est encore dans une phase où la pensée est une pensée dite associative et on va dire immédiatement liée aux choses et aux événements. Hein, peut-être une canne à pêche ou une épée ou un cheval ou encore un arc, peu importe. Hein. Il s'exprime avec son corps, il joue, il court, il saute, il se balance. Et dans le jeu, il découvre l'autre. La confiance envers l'adulte est absolue aussi. Hein. Tout est bon. On pourrait dire que c'est la moralité
à son paroxysme quelque part. Hein. J'y reviendrai peut-être un tout petit peu en détail tout à l'heure, mais pas trop non plus. Je vais effectivement moins en dire que prévu, vu que j'ai eu une conférence en la matière. Bon. Une fois les caps des 6 ans franchis, l'enfant se transforme progressivement physiquement et psychiquement. Hein. Le changement de dentition se met en route. Hein. Il passe de cette pensée associative dont je parlais à une pensée concrète et logique. Hein. Et pour que ce changement, pour que cette mutation psychique ne soit pas trop brusque pour l'enfant, l'enseignant ou l'enseignement est présenté de façon et artistique, dans toute sa splendeur coloristique et esthétique, sans toutefois forcer sur les apprentissages, comme c'est le cas selon les normes étatiques, hein, et où les apprentissages sont basés sur une démarche concurrentielle. Ceci n'est pas le cas dans nos écoles. Nous sommes donc dans cette deuxième phase de l'enfance, on pourrait dire la moyenne enfance, entre 7 et 13, 14 ans, ce qui correspond dans nos écoles à l'école élémentaire et les débuts effectivement du collège. Et lors de ces années, donc du CP, on va dire, donc la première classe chez nous, hein, jusqu'en 4e du collège, donc chez nous c'est la 8e, l'enseignant veillera à ce que le monde soit beau dans toutes ses déclinaisons. Hein. La beauté s'appréhende par on va dire, par le biais des sens et des sentiments, du ressenti de l'enfant. Et lors de ces années-là, nous cultivons le monde des sentiments de nos élèves par la beauté des expressions artistiques multiples. Et cela toujours au service de l'apprentissage. Et sans pour autant négliger ces apprentissages eux-mêmes. Hein. Bien au contraire, ils en sont, on va dire, davantage mis en valeur et renforcés. Ils sont enrichis par une approche dite imagée et compréhensible pour l'enfant. J'y reviendrai également ci-après de façon un peu plus détaillée. Hein. Et puis vient cette phase où l'adolescent, et j'en touche juste quelques mots, hein, entre 14 et 18 ans, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je note quand même voilà, que l'importance de cette phase, donc entre 14 et 18 ans, et plus bien sûr, est menée dans les aspects plus scientifiques exacts des phénomènes, avec des approches toujours artistique et surtout contemplative. L'observation, oui, l'observation et la caractérisation des phénomènes se manifestant avant la définition, avant l'abstraction ou la conceptualisation, car cela figerait d'entrée de jeu le processus menant vers la compréhension. Il s'arrête quand la définition est imposée. C'est pour ça qu'on va décrire, observer, décrire, caractériser les phénomènes avant d'arriver effectivement à une conceptualisation. Et lors donc de ces années du collège et du lycée, hein, le monde est approché effectivement par la pensée. Volonté, sentiment, ressenti et puis pensée. Et la pédagogie Steiner-Waldorf part donc du principe que les enfants ont des besoins éducationnels correspondant à leur stade de développement. Et le programme, on appelle ça le curriculum, hein, est par conséquent conçu pour rencontrer les divers stades de développement de l'enfant et de l'adolescent, bien sûr. Là, prenant appui sur cette étude de la nature humaine dont je parlais, l'accent est mis non seulement sur le contenu d'apprentissage intellectuel, mais également et surtout sur la manière, la façon d'apprendre. Elle permet à l'enfant de mettre ses apprentissages en lien avec sa propre et de les faire au moment où il est en mesure de véritablement les comprendre et les assimiler. Ainsi, il sera intéressé. Intéressé, ça veut dire qu'il y a un lien entre la chose et moi, et donc fera aussi sien ces apprentissages. Bon, entrons à présent un peu plus dans le détail, car ceci n'était qu'une introduction, on va dire une mise en bouche. Hein. Comme je l'ai précisé dans l'introduction, justement,
avant d'amener l'enfant vers différents apprentissages intellectuels, les enseignants et éducateurs de l'école Steiner ont pour prérequis et pour objectif une connaissance de base et un approfondissement permanent de la nature humaine. Ils sont formés en ce sens, dans des centres de formation qui existent aussi en France. La pédagogie Steiner s'appuie donc sur ses connaissances pour élaborer son projet pédagogique, l'adapter à chaque phase d'évolution de l'enfant ou de l'adolescent, en visant à l'accompagner dans la quête de devenir soi-même ou lui-même. Ainsi peut-on découvrir chez l'enfant des phases de métamorphose, on pourrait dire, de l'être et de ses facultés. Et 3 grandes phases de cette année marquent une évolution de la naissance à l'âge adulte. Donc de 0 à 7 ans, donc de la naissance à 7 ans, on appelle ça la petite enfance. Après, de 7 à 14, c'est l'enfance à l'adolescence, on pourrait aussi dire la moyenne enfance à l'adolescence. Et puis, il y a effectivement de 14 à 21 ans de l'adolescence à l'âge adulte, phase dont on ne parlera pas ce soir, faute de temps bien sûr. Cette année sont donc nécessaires à chaque étape pour se métamorphoser, pour consolider, on va dire, des aptitudes nouvelles et devenir le point d'ancrage des étapes ultérieures. Alors, durant la première phase de sa vie, donc de la naissance à 7 ans, l'homme connaît une première métamorphose, on pourrait dire, un changement au niveau corporel et psychique. Il y a tout d'abord, évidemment, la naissance elle-même, du corps physique, et tous les soins qu'il nécessite pour grandir, pour se renforcer, pour se développer, pour devenir un petit homme ou une petite femme. Le jeune enfant a tout d'abord une conscience, on pourrait dire, une conscience périphérique, projetée sans retenue dans son environnement, qui s'identifie d'ailleurs. Et la polarité entre le monde intérieur et le monde extérieur ne s'organisera que peu à peu, que progressivement, d'année en année, comme on va dire une éponge absorbant l'eau. Il est tout entier, on va dire, organe de sens ou d'essence, et dans la perception du monde extérieur. Il touche à tout et prend tout dans sa bouche, goûte, regarde tout ce qui se passe autour de lui, n'est-ce pas? Vous reconnaissez évidemment toutes ces actions que vous avez pu observer auprès de votre enfant. On peut dire qu'il devient le monde qui l'entoure. Il en fait intégral, sans barrière ni distance. Et justement, cet univers sans frontières donne à l'enfant des aptitudes extraordinaires d'apprentissage, qu'on ne soupçonne parfois même pas. L'impulsion de se mettre debout, n'est-ce pas, de chercher son équilibre sur ses 2 pieds, ayant une surface quand même très limitée, ces 2 petits pieds. Cette prouesse, cet équilibre, vous le voyez marcher là, ces premiers petits pas, et spécifiquement une pulsion humaine. Outre le réflexe de je viens d'énoncer, la pulsion de communiquer aussi avec les autres, d'abord avec des babillements, bien sûr, par l'intermédiaire de la parole, est également propre à l'être humain, ainsi que celle de se représenter le monde, parce qu'il se représente le monde en images. Il se fait tout un monde, il se construit un monde intérieur. Et ces comportements-là sont spécifiques de l'homme, en ceci, qu'il ne se développe pas, ou que, on va dire, qu'il se développe par imitation dans un environnement humain. L'enfant ne va pas se redresser quand il n'a pas l'exemple. Il ne va pas apprendre à parler s'il n'y a pas l'exemple. Sans l'être humain ne peut pas devenir être humain. Et justement, ces pulsions humaines sont produites par des forces qui viennent de l'organisme lui-même et surgissent de lui avec une énergie, on va dire, originelle, primaire, qui s'exprime dans diverses activités. Apprendre.
Mais il ne s'agit pas encore d'une volonté consciente, comme je le disais dans l'introduction. On ne peut utiliser le terme volonté que si les pulsions sont le résultat d'une activité consciente, hein, c'est-à-dire en lien avec le monde de l'expérience et maîtrisée et gouvernée par cette conscience. Sinon, on parlerait d'instinct propre au règne animal, qui n'a pas ces facultés. Ces pulsions contrôlées se mettent à apparaître autour de la 6e année, lorsque l'enfant est prêt à aller à l'école. Il s'agit là de la toute première manifestation de la volonté. Cependant, encore, et cela c'est scientifiquement démontré, encore composé de 90% de pulsions et contrôlé à 10% seulement par la réflexion et l'expérience. On peut pourtant déjà en parler comme une volonté naissante. Avant cet âge, l'enfant du jardin d'enfants donc est entièrement porté par d'autres forces. Et on peut appeler ça des forces volontaires, mais entre guillemets, n'est-ce pas? Moi, je dirais plutôt des forces qui s'associent à l'enthousiasme. L'enthousiasme, cet engouement spontané, trouve effectivement son origine dans la petite enfance. Je vais quand même en toucher quelques mots, si vous me permettez. Les jardinières et jardiniers d'enfance l'expérimentent tous les jours. À cet âge-là, le petit enfant entre 3 et 6 ans, est au centre des événements. Un enfant s'émerveille, un enfant s'enthousiasme en continu. C'est absolument magnifique. Tout autour de lui le surprend, l'interpelle, l'invite, l'interroge, le met en mouvement, le vent dans les feuilles, les vaguelettes de l'eau, les bourdonnements des abeilles dans les arbres qui font des allers-retours vers la ruche, le cristal dans la roche lors d'une randonnée en montagne, un papillon qui navigue dans les airs, le son du tonnerre, un éclair, etc. Un phénomène en appelle un autre, et voilà l'enfant qui est mis en mouvement. Tout en lui vit, tout en lui ressent, observe, participe, découvre, le pousse à faire, le pousse à agir, c'est-à-dire à jouer, à imaginer, à créer, à manifester ce qui peut grandir ou ce qui veut grandir en lui, n'est-ce pas? À savoir ce qui est propre à lui-même, sa petite personnalité en devenir, son moi. Et l'enfant qui va donc dans un jardin d'enfants ou à Steiner-Waldorf atterrit donc dans un environnement riche en activités humaines que je viens de décrire, où l'on fait, où l'on raconte, où l'on écoute, où l'on rencontre l'autre. Un champ d'impressions sensorielles riche et varié, d'expériences diverses dans une atmosphère de respect et d'intérêt qui vont permettre aussi à l'enfant de s'adonner, puis de reproduire et enfin de s'approprier le monde dans toute sa cohérence. Plus un enfant joue, plus on le laisse vivre son enthousiasme à travers ses jeux, plus son cerveau se développe, se structure, se bonifie, s'améliore. L'enfant apprend très vite, ça vous le savez. Pensons à l'acquisition de la marche, à l'apprentissage du langage, de la pensée. Comment en est-il capable? Par son aptitude à plonger entièrement avec tout son être, avec élan, dans les expériences qu'il entreprend et qu'il répète sans cesse jusqu'à l'acquisition de chacun, bien sûr. Tout son être s'y engage, s'y adonne avec engouement, avec enthousiasme, avec intelligence absolument naturelle. Et là, on parle d'intelligence, mais ce n'est pas une intelligence qu'on pourrait appeler une intelligence logico-mathématique, non. C'est une intelligence originelle, plutôt celle capable d'appréhender de l'intérieur de soi les lois du monde qui l'entoure, de son environnement, de la gravité, par exemple, lorsqu'il apprend à mettre un pied devant l'autre, à en saisir toute leur réalité par le vécu, par l'expérience, par le faire, par la répétition continue. Et à travers cette intelligence dite naturelle, originelle, il sait mettre en relation cause et effet, juger, pas juger avec la tête, bien sûr, comprendre, agir avec une intelligence qui a une dimension corporelle, bien sûr. Il
sent les choses, il ressent les choses. Puis une dimension mélodieuse, on pourrait dire, hein, avec l'apprentissage de la langue maternelle. Et chaque acquisition a son intelligence propre, n'est-ce pas, particulière et singulière. Pour s'en rendre compte, il suffit de l'observer jouer, construire, dessiner, chantonner, parler, toutes ces activités qu'il effectue en continu. Quelle mobilité, n'est-ce pas, une mobilité même cognitive, quelle vivacité d'esprit qui s'exprime de l'enfant. Et toutes ces expériences volontaires, n'est-ce pas, portées par l'enthousiasme et un engouement absolument naturel. Et on voit, hein, et ça va continuer évidemment jusque dans l'école primaire, hein, ou élémentaire plutôt, de l'enfant exprime clairement que son comportement est entièrement conditionné par, on pourrait dire, les processus organiques rythmiques en lui. Le jeu est encore le jeu pour le jeu, jusqu'au moment de la métamorphose des 6 ans. Alors, on va dire, un objectif y apparaît clairement. L'enfant devient capable d'accomplir une tâche qu'il s'est lui-même fixée, ce qui est une condition indispensable pour entrer à l'école, pour entrer en première classe, au CP donc. Hein. La volonté est partiellement maîtrisée. Donc, pour terminer sur juste ce chapitre-là, le jardin d'enfant est un terreau pour l'enfant, pour ses racines, base d'une faculté de représentation vivante qu'il ou elle va désormais déployer à l'école. Mais pourquoi aller à l'école? Pourquoi va-t-il à l'école, l'enfant? Pour apprendre, pour se socialiser, pour acquérir des valeurs communes humanistes. Bien sûr, tout ça c'est vrai, hein? Mais l'essentiel, d'après moi, n'est pas là. Car si l'on se contente de transmettre des valeurs ou des contenus aussi élaborés et élevés soient-ils, et qu'ils nous ont été eux-mêmes transmis par les générations précédentes, rien de nouveau ne peut s'épanouir chez nos enfants. Et par conséquent, dans la société, la question se pose donc de leur transmettre un héritage vivant, c'est-à-dire susceptible d'évoluer par lui-même. Et ce qui est, je pense, important, c'est de considérer chaque enfant comme un être unique. C'est-à-dire que lors de l'enseignement, chaque élève va prendre en lui les contenus présentés par l'enseignant, mais les travailler intérieurement propres à sa personne, à son rythme, avec ses capacités et son potentiel humain de compréhension individuelle. Le processus vers l'abstraction, vers la compréhension des choses, des phénomènes, va prendre des chemins divers et des durées diverses selon les enfants. Justement, la différenciation au sein d'une classe Steiner-Waldorf est par définition, d'après moi, toujours une actualité qui s'impose. Tous les enfants sont différents. Prendre en considération ces différences et s'adapter en conséquence. Vers 5-6 ans, on peut donc parler du développement de la volonté semi-consciente. Et avant, l'enfant était encore donc entièrement inscrit dans cette imagination créatrice. Maintenant, à l'école, l'enfant est prêt pour apprendre. Tout son corps traduit aussi cela, hein, sa silhouette qui se transforme en celle de l'enfant d'âge scolaire, et la première croissance en hauteur se manifeste, un élancement du corps, tout le monde reconnaît ça bien sûr, puis sa dentition, je vois donc effectivement progressivement ses dents définitives. Il y a donc au niveau de la tête un durcissement qui s'opère, hein, au niveau de la tête, hein, qui a par ailleurs atteint son volume quasi définitif. Hein, donc elle prendra encore un peu de volume jusqu'à 18 ans, mais très peu encore. Hein. La tête est prête à recevoir une nourriture dite intellectuelle. L'enfant est capable de retenir, c'est-à-dire de garder en soi
n'est-ce pas, les contenus. La mémoire, qui, telle une nouvelle aptitude en croissance progressive, va aider l'enfant à apprendre. Les conditions sont là. Et en même temps, l'enseignant va aussi faire appel aux forces volontaires, davantage dirigées de l'enfant, dont je parlais tout à l'heure, en fonction de ses apprentissages. Et ce sont justement là, chers amis, ce sont là des forces qu'on ne peut pas laisser de côté. Il faut les investir, les utiliser, les mobiliser, les mettre au service du processus d'apprentissage, quelle que soit la matière. Et mon expérience m'a appris que celles-ci, donc ces forces, sont, on va dire, une véritable aide quant à l'élaboration des notions dites intellectuelles, les savoirs, et bien sûr aussi les savoir-faire. On ne peut pas parler d'intelligence logico-mathématique, bien sûr. L'intelligence se décline en plusieurs entités distinctes et complémentaires. Mais bon, que je ne vais pas approfondir ici ce soir, faute de temps, bien entendu. Mais c'est un thème en soi. Hein, les intelligences multiples, on en parle beaucoup actuellement dans les médias. Comme précisé précédemment, l'enfant donc de 6-7 ans se situe à l'interstice de deux mondes. Et c'est vraiment très important. D'une part, il est encore partiellement dans cette ambiance instinctive d'impulsion spontanée activée par son imagination créatrice. Il a donc encore ces forces d'imitation bien présentes et qu'il faut justement utiliser aussi dans les petites classes de l'école élémentaire. Et d'autre part, il est maintenant capable aussi de maîtriser plus ou moins ses forces volontaires et de les mettre au service des apprentissages. Et dans le système éducatif classique, ces forces volontaires seront la plupart du temps dominées et maîtrisées par des règles qui vont faire en sorte que seulement la tête de l'enfant est sollicitée. Les apprentissages vont se produire de façon linéaire, c'est-à-dire qu'aucun processus dynamique pourra se faire pour arriver aux notions voulues. Un exemple, quand on a introduit les tables de multiplication dans les premières classes de nos écoles, nous allons dans notre enseignement mobiliser justement les forces volontaires des enfants de telle façon à ce qu'elles soient ou à ce qu'elles s'inscrivent dans cette démarche d'apprentissage, action par le rythme, l'investissement corporel dirigé et la répétition dans le temps, nourrissant la mémoire de l'enfant. Effectivement, on fait ici appel aux forces de la mémoire qui sont mobilisées par l'action, par le corps, et portées par l'enthousiasme, encore lui, l'enthousiasme. C'est en s'actionnant corporellement, en frappant des mains, en sautant, qu'on apprend le mieux. Et surtout les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. En effet, très vite, les enfants apprennent les tables par la répétition quotidienne lors des périodes de mathématiques, de façon spontanée et dans la joie et non la contrainte intellectuelle. Mais attention, quand même avec une grande rigueur et une conséquence. Également, pour donner un autre exemple, en apprenant des poésies par cœur, on peut appliquer la même d'apprentissage, marcher les vers, les répéter à l'oral rythmiquement, accompagnés de gestes adaptés. Et effectivement, la volonté est engagée et aide aux apprentissages. On peut faire pareil en introduisant la grammaire, les opérations mathématiques, etc., de façon imagée, par des mises en scène adaptées, par le mouvement. Et là, évidemment, la créativité de l'enseignant doit être pleinement investie. La volonté est investie aussi dans tout ce que l'enfant entreprend au sein de la classe. Quand il écrit, quand il dessine, quand il fait des travaux manuels de la flûte ou du violon, quand il fait de l'eurythmie, du sport, de la corde à sauter, quand il fait du modelage, que sais-je, quand il joue tout simplement, la volonté est partout dans notre enseignement. Elle est un guide porté par l'enthousiasme, encore lui, qui mènera les élèves vers des savoirs et des savoir-faire, vers des connaissances. Le mouvement
suscite en l'enfant des images concrètes, l'aidant à comprendre de façon plus évidente les manifestations de la vie. Progressivement, vont devenir abstractions, notions intellectuelles, donc savoir. Et c'est justement ce processus que nous adoptons dans nos écoles, dans notre pédagogie. Et vous voyez, tout l'être de l'enfant est sollicité, son corps, son ressenti, son imagination et sa capacité de compréhension dite intellectuelle. Et l'enseignant doit évidemment développer en lui, cette créativité, ce que je disais tout à l'heure, cette mobilité afin de solliciter sainement l'enfant et son besoin de bouger, mais bien de façon dirigée, bien sûr, structurée. Sinon, évidemment, c'est l'anarchie. On n'éduque pas dans la vie, mais on éduque vers la liberté. Bon, ça nécessite peut-être un peu d'explication, mais je vais laisser ça de côté pour l'instant. Agir, c'est travailler vers le futur, c'est préparer dans le présent le résultat de mon savoir et savoir-faire. Un dessin, un texte, une poésie, un mouvement, une aptitude. Oui, c'est le moteur de tout apprentissage. Structure vivante et vie structurée au service des apprentissages. Et alors que le mouvement est un des piliers de l'apprentissage dans la pédagogie Steinhaus, l'américain Paul Denison, peut-être que vous le connaissez, pionnier dans le domaine des neurosciences appliquées et spécialisé de la corrélation entre le développement physique, l'acquisition du langage et la réussite scolaire, indique que c'est par le mouvement que nous apprenons. Et je vous conseille un livre de Paul Denison, donc en français, Apprendre par le mouvement. Donc je répète, Apprendre par le mouvement, qui est disponible aux éditions Sully. Il dit dans ce livre, je veux promouvoir l'idée que l'apprentissage n'a pas besoin d'être difficile et que bouger pour apprendre peut apporter la santé, l'intelligence et l'accomplissement dont nous rêvons pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et nous savons que les enfants apprennent en bougeant. Nous le savons en jouant et en interagissant avec les autres, avec les matières concrètes et réelles de leur environnement. Lorsque les enfants ne sont pas autorisés à bouger, leur curiosité, leur intérêt et leur désir d'apprendre leur devient moins accessible. Et on le sait cela, on le sait scientifiquement. Le mouvement est la façon naturelle par laquelle les enfants apprennent. C'est à travers le mouvement que le cerveau se développe d'un stade au suivant, parce qu'au départ, il y a le mouvement, et le mouvement c'est la vie, et les cellules bougent, et l'enfant bouge, et lorsque nous grandissons et que nous nous impliquons dans le monde, des réseaux neuronaux de plus en plus complexes se développent. Ça, c'est une réalité scientifique. On voit clairement que près d'un siècle après la création de la première école Waldorf, la pédagogie Waldorf demeure une pédagogie d'avant-garde qui vise l'action globale de l'enfant. Ce que Steiner met en avant en 1919, donc c'est plus d'un siècle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les scientifiques le démontrent en partie par les neurosciences et les approches pédagogiques nouvelles. Cependant, chers amis, elles ne sont pas ou très rarement mises en pratique officiellement. Et la pédagogie régnante dans les écoles reste celle de l'ancien régime, comme je dis. Voilà, souvent morne, pâle, morte, intellectualisée. Mais ça ne signifie évidemment pas, ça ne signifie pas que tous les enseignants et les enseignantes sont mauvais ou mauvaises. Bien sûr que non. Mais ils sont inscrits dans une approche pédagogique imposée, rigide, souvent développée par des personnes qui n'ont jamais été devant une classe, ce qui est évidemment une aberration en soi. La pédagogie Waldorf est donc une pédagogie novatrice, je dirais, apportant une vision totalement nouvelle
même si elle a déjà 100 ans, et je dirais même révolutionnaire dans le paysage éducatif. La première école, il ne faut pas l'oublier, c'est juste une petite parenthèse, la première école Waldorf était née non pas pour une élite, mais pour les enfants des ouvriers d'une usine où garçons et filles étaient assis côte à côte et apprenaient les mêmes choses, les mêmes disciplines intellectuelles, artistiques et manuelles, artisanales. Et cela par des façons de faire nouvelles, où la triarticulation de l'être humain pouvait s'exprimer et demeurer au service des apprentissages, par l'imagination, par acquérir des connaissances, ressentir, agir, penser. La chose est vécue par l'être humain total ou par l'être total de l'enfant. Je vous invite à faire un petit exercice. Représentons-nous un objet familier que nous avons devant les yeux. Disons une fleur ou un animal ou un cheval ou un chien, peu importe. Ou là devant nous, intérieurement. On explore mentalement cet objet. On tourne autour, on s'en approche. On peut même mentalement le toucher, préciser sa couleur, sa robe, etc. La robe du cheval, bien sûr. On a parfois quelques peines à fixer cette image qui a tendance quand même à fuir et à se dissiper devant nous. Et l'on sent qu'il faut une bonne énergie intérieure pour la maintenir. Et justement, cette faculté de représentation n'est pas encore présente chez les petits enfants. Elle prendra sa place quand l'enfant entre à l'école, donc vers 6-7 ans. Et l'enfant dispose alors des facultés de représentation qui lui permettent d'apprendre et de retenir les images et les notions. On voit toute l'importance de respecter cette horloge chronobiologique. Un enseignement intellectuel avant 7 ans est certes possible, aucun problème. Et on le fait aussi dans les écoles classiques, mais il est dommageable, car il peut créer le lit de déficience physique ultérieure, puisqu'on empêche les forces de l'enfant de fonctionner selon le rythme naturel. On force à sauter des étapes fondamentales de son développement. Je me souviens, pour relever une petite anecdote personnelle, quand j'étais moi-même en 6e classe, lors d'un cours d'histoire, mon maître nous avait raconté la vie de Godefroy de Bouillon. Vous connaissez probablement ce personnage historique qui partait, vous le savez, en croisade direction Jérusalem, 11e siècle. Il avait dessiné, donc mon maître, pas Bouillon bien sûr, il avait dessiné au tableau une carte géographique sur laquelle figurait l'itinéraire du chevalier de Bouillon vers la ville sainte, avec des dessins divers selon les étapes de son voyage. Il racontait sa vie, ses périples, ses souffrances, les batailles, son humilité ayant refusé effectivement la couronne royale, des images détaillées, des images peintes verbalement avec des couleurs linguistiques nuancées. Et toutes ces images, je les porte encore en moi aujourd'hui. Voilà un enseignement imagé qui vise justement à développer un processus temporel et spatial, évoquant la vie d'un personnage historique. Les faits se mettent en place progressivement, de façon dynamique, afin que l'enfant soit en mesure de comprendre par l'image la réalité du passé. Vous voyez ? Donc les faits historiques ne sont pas implantés dans les cerveaux des élèves de façon ou de manière linéaire et sans aucune nuance, mais bien de façon qu'on puisse entrer dans la vie des personnages et des événements avec nuance, avec des couleurs, avec une dynamique, donc une dynamique qui touche profondément l'âme de l'enfant, ses sentiments, son intellect, son être tout entier. Il vit la chose de l'intérieur et non comme quelque chose de factuel, conceptuel, la mort. Donc les disciplines enseignées doivent rester mobiles et suivre une progression organique. Et moi de boire un tout petit peu. C'est-à-dire que à l'intérieur d'un cours,
l'abstrait ne peut se comprendre qu'à partir du vivant. C'est ça en fait. Et ceci est le cas dans toutes les matières. L'étude de la langue française, les mathématiques, l'histoire ou encore les cours d'SVT. Si au moment d'étudier un animal, par exemple, dans les grandes classes, enfin au collège, en zoologie, en 8e classe, par exemple, 4e d'éducation nationale, je propose aux élèves de disséquer une obus sous le prétexte de l'étudier scientifiquement. J'accumule au moins 2 erreurs. La première est d'isoler l'animal de son environnement et la seconde est le fait qu'il soit mort. Je ferai encore une erreur en emmenant les élèves au zoo. Certes, l'animal est cette fois-ci vivant, mais peut-on parler de lion quand on voit cet animal au regard triste faire des allers-retours dans sa cage, hein? La démarche correcte n'est-elle pas de suggérer, d'évoquer, de raconter, de caractériser? Le professeur devient le lion de l'intérieur et le fait vivre devant ses élèves en brossant son environnement et ses caractéristiques. Il aura le loisir ensuite de montrer une véritable image, si possible dessinée au tableau. Et pour finir, il pourra montrer des photos, pourquoi pas montrer un film ou un documentaire. Autrement dit, j'aurais mis en mouvement la notion de lion dans un premier temps sans aucun support extérieur. Et ça, c'est la garantie que désormais je pourrais saisir tous les lions du monde avec mon guide, ma boussole intérieure. On mesure au passage aussi évidemment la responsabilité du professeur dans cette démarche. L'imagination est un organe qui s'éduque, qui se cultive, qui se construit tout au long de la scolarité et qui rend les phénomènes vivants à l'intérieur de chaque enfant au devenir progressivement concept, notion intellectuelle, savoir. De même, si je prétends lier le squelette humain avec des élèves de 8e classe aussi, donc 4e à nouveau, je ne vais pas d'emblée leur proposer ou leur imposer cet assemblage en plastique qui se dresse dans la salle des sciences. Mais je vais d'abord faire vivre cette notion par tous les moyens. Une question préalable adressée aux élèves pourrait être: alors, qu'est-ce que le mot squelette évoque pour vous? Qu'est-ce que cela évoque en vous? Et il est à peu près certain, même fortement plausible, que la notion de mort va surgir. Et partant de là, justement, on peut, que j'ai préparé mon cours bien sûr, on peut cheminer un moment avec elle, lui reconnaître une certaine tout au long de l'étude et découvrir les paradoxes qui font aussi du squelette, qui est quand même mort, une source de vie. Par exemple, dans le fait que si je ne me trompe pas, oui, que les cellules sanguines naissent dans la moelle osseuse des os longs. Et au bout de quelques jours, il sera évidemment pertinent d'apporter en classe le squelette en question, qui sera évidemment, et vous en doutez bien, perçu autrement que s'il avait été exposé d'entrée de jeu. Un vision averti pénètre dans une première classe, donc un CP, l'éducation nationale, où la pédagogie Steiner-Waldorf est pratiquée. Au mur, des peintures, des belles peintures sont accrochées. On y voit une forme jaune ou une autre couleur, enfin une forme jaune au milieu d'un bleu. Et toutes ces peintures se ressemblent, pense-t-il. Elles sont toutes pareilles, avec quelques variations sous le thème, mais elles sont toutes pareilles. Où est la créativité? D'ailleurs, n'aperçoit-il pas au tableau aussi la même forme jaune trônant au milieu du bleu dessiné à la craie par le professeur? Bon. Le même visiteur poussera alors à la porte d'une 8e classe, donc 4e éducation nationale, et verra des portraits évoquant les tempéraments, le colérique, le mélancolique, le flegmatique et le sanguin. Évidemment, il y a parfois des ressemblances, mais que de nuances, que de différences apparaissent au travers de ces dessins ou de ces peintures, dans les formes, les couleurs, l'intensité coloristique, etc. Que s'est-il passé? Et avant de répondre à cette question, que s'est-il passé? Faisons un tour identique dans une école traditionnelle, n'est-ce pas? Les classes enfantines ont l'air bien plus créatives. Dessins et peintures sont variés, tant par le contenu, par les formes, par les techniques employées. On a gouache, peinture, aquarelle ou à l'huile et que sais-je encore.
Mais en fin de scolarité, ou pour formaliser, on pourrait dire, le passage d'un cycle à un autre, les examens prennent une place importante. D'abord le brevet en troisième, puis le bac français en première, et enfin les examens de terminale, comme ce sera le cas dans quelques temps pour mes enfants. Ces épreuves nationales proposent aux dizaines de milliers de candidats de répondre au même moment à la même question. Ainsi, l'on voit une démarche radicalement différente. Dans nos écoles, on pratique la pédagogie Steiner-Waldorf, on respecte et on encourage la faculté d'imitation dans les premières années d'enseignement, car on sait que celle-ci va se métamorphoser en capacité de créer personnel et en fin de scolarité pour l'âge adulte. Une créativité trop tôt sollicitée s'effiloche, s'estiole et conduit fatalement à une éducation normative. Ce qui est crucial, ce qui est fondamental dans les cours au sein d'une classe Waldorf, c'est que l'homme, avec un grand H bien sûr, demeure toujours en arrière-plan. Par exemple, le professeur de 4e classe, donc CM1, Éducation nationale, va commencer l'étude des animaux par celle de l'homme. Après en avoir développé les caractéristiques essentielles, il est armé pour éclairer à l'aide de son archétype le règne animal. Il va pouvoir montrer aux élèves que le poulpe, par exemple, développe par exemple une forme amplifiée des organes du toucher et du goût qui sont localisés chez l'homme, entre autres dans les lèvres et la langue. Ils deviennent les tentacules parsemés des papilles avec lesquelles l'animal touche et goûte son environnement. Il traitera aussi d'autres animaux et les mettra en lien avec les facultés propres à l'homme. La perçante et aiguisée de l'aigle, le système digestif très élaboré de la vache ou encore, que sais-je, les dents développées du castor. Et par le thème, va se décliner en parties plus éloignées de l'humain. Puis le végétal en 5e classe, donc CM2, le minéral en 6e classe. Et à chaque étude, l'homme demeure en arrière-plan, ce qui permet aux professeurs de mes 8e classe, 5e et 4e, donc, de montrer que nous portons un paysage calcaire sous la forme du système osseux ou un végétal retourné sous la forme des poumons. Il y a un écho de la nature qui résonne en nous. Et cette déclinaison va se poursuivre dans les classes supérieures, dans l'étude de la biologie, mais aussi dans la philosophie, ou du Faust de Goethe, ou encore de Perceval en 11e classe, en seconde donc. La conscience de l'être humain, dans toutes ses déclinaisons, mais aussi la quête de soi, de son existence, de sa personnalité, en lien avec la nature, avec l'environnement. Une vision, une approche globale, holistique, d'ensemble, de lien. Une écologie, mais une écologie vécue, on va dire inclusive et non intellectualisée et moralisée, voire moralisatrice. Dans les classes, j'ai encore quelques minutes, je pense. Oui, dans les classes du primaire, l'enseignant raconte aussi toutes sortes d'histoires adaptées à l'enfant. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je vais quand même grosso modo tracer de quoi il s'agit. L'homme, lié à l'univers qui s'exprime dans les contes, les fables, les légendes, l'Ancien Testament, les mythes grecs, les Romains, ceux des anciennes civilisations ou encore scandinaves. Oui, l'homme apparaît en pleine lumière dans l'imagination des enfants. Il s'individualise progressivement pour rejoindre à nouveau cette acquisition essentielle de sa personnalité, le monde et l'humanité dans les classes supérieures. À travers les histoires des contes jusqu'aux mythes, le déploiement du moi s'effectue un peu plus chaque année. Et voilà donc effectivement le rythme dont on parle dans nos écoles, le rythme qui permet à l'enfant de devenir soi, porté par l'histoire de l'humanité.
dès que le moi reçoit une nourriture adaptée à sa maturité, dès lors se manifeste de l'enthousiasme, encore lui, et cela fait circuler effectivement la vie. Puis, je vais essayer de terminer. Oui. Les adolescents de 7e et 8e classe, donc de 4e, 5e et 4e, commencent à se préparer à une nouvelle étape de la vie et ne vivent plus dans l'ambiance de la petite enfance, ni celle de l'enfant du primaire, bien sûr, ou de l'élémentaire. L'affirmation de soi, une grande capacité de jugement, de critique et d'antipathie même, deviennent évidentes. Dans cette phase de la vie, donc à partir de 13-14 ans, on observe une réorganisation du corps physique. Cette métamorphose se manifeste par exemple dans la croissance des membres, les changements dans le larynx, résultant dans le changement de la voix, en particulier chez les garçons, la maturation physique du système reproducteur, des modifications substantielles, on va le dire, dans le processus digestif aussi, entraînant souvent, et vous le savez probablement aussi, un changement des habitudes alimentaires et une conscience de soi croissante concernant le corps physique. Tout ça, vous le reconnaissez. En classe de 7e, donc 5e éducation nationale, l'enfant atteint l'âge de la pré-puberté. Donc sa personnalité se cherche à une époque charnière qui le fait passer à l'adolescence. Il se trouve tel un homme de la Renaissance, découvrant des rapports nouveaux avec le monde et abordant les sciences abstraites. L'époque exaltante des grandes découvertes et inventions, le programme d'études Waldorf considère cela comme l'âge d'exploration du monde physique. À la fois le monde physique extérieur, la géographie et l'histoire, et la nature physique de l'enfant. La santé et la nutrition sont donc des thèmes importants à cet âge. Et dans chaque sujet, cela peut être suivi en détail, par exemple dans le travail manuel, où les élèves confectionnent des vêtements pour une pièce de théâtre, par exemple, qui nécessitent des mesures et une prise de conscience précise du corps humain. Donc tout est en lien à nouveau. En 7e classe, l'enfant va découvrir comment vivent les différents peuples sur Terre, comment ils travaillent la Terre selon leur situation géographique et géologique, etc. Il est particulièrement important d'étendre chaque matière au plus grand contexte, n'est-ce pas? Ainsi, une étude des couches géologiques peut introduire le sujet de l'écologie, un thème important et à explorer davantage, évidemment, aussi dans les prochaines classes, dans les prochaines années. Encore en 8e classe, l'organisation de la vie de l'enfant est restructurée pour servir de vecteur aux nouvelles forces des connaissances. De nouveaux schémas hormonaux apparaissent. Vous le savez, des caractéristiques sexuelles secondaires émergent et de nouvelles pulsions se réveillent. Le pouls, la circulation et la respiration deviennent plus au changement dans l'âme ou le sentiment de la vie. On connaît tous cette phase de la vie. Le rougissement, par exemple, la honte, révèle cette nouvelle sensibilité. Et l'enfant, donc, le préado, on va dire, le presque ado, devient plus éveillé et conscient des processus organiques, des pulsions et des rythmes de son corps. J'ai encore 5 minutes parce qu'on a commencé à 8h05. L'enfant, l'adolescent est maintenant confronté à la tâche de pénétrer avec conscience les sphères de la vie, du rythme et des forces formatrices. Et justement là aussi, chers amis, donc le programme Waldorf soutient et accompagne cette tâche à travers une étude des forces qui forment la Terre de l'intérieur, les tremblements de terre, les volcans et le mouvement des plaques tectoniques, et aussi de l'extérieur, le vent, les vagues, le temps. Donc les dynamiques historiques peuvent être révélées aussi à travers une étude de l'âge des révolutions, car l'ado se révolte, n'est-ce pas, et qui comprend non seulement les révolutions politiques et industrielles, mais aussi évidemment les révolutions modernes, électroniques, informatiques et les médias.
Les élèves apprennent les formes sociales aussi, et gouvernementales des nations historiques et contemporaines. Un thème pour la 8e classe est l'étude de la vie en général, qui comprend l'écologie végétale, ainsi que la chimie organique des amidons, des sucres, des graisses, les transformations de ces processus tels que la fabrication, par exemple, du savon ou le raffinage du pétrole peuvent ensuite être examinés dans des contextes industriels. Le développement formateur de l'être humain, y compris l'essence et les organes internes et les couches de tissu et le squelette, doit être traité dynamiquement ici, avec les biorhythmes, avec un thème particulièrement intéressant. Vous voyez, à nouveau, tout est en lien. Et donc, c'est les techniques rythmiques dans les arts aussi, et l'artisanat aide l'enfant à développer sa conscience de cette sphère de la vie. De telles techniques incluent par exemple ce qu'on appelle en termes artistiques le veil painting, ou la peinture à plusieurs couches superposées pour avoir plus d'une perspective, et le dessin de clair-obscur, la perspective aussi, dans le dessin technique, les formes rythmiques et la danse, dans la musique et le rythmie, ainsi que l'utilisation d'une plane ou d'un rabot dans le travail de bois. Le jeune est souvent dans le jugement. Il faut donc lui apporter de la nuance et de la perspective par ces activités-là et par ces contenus-là. Je termine. Les forces instincts d'enfance se métamorphosent et deviennent disponibles pour la pensée abstraite, pour l'expression de la vie intérieure de l'âme et pour diriger la volonté consciente qui sera cultivée dans les classes supérieures, du secondaire, du lycée, à partir déjà de la 3e de collège, bien sûr. Et là, dans les petites classes, le professeur de classe, comme on l'appelle chez nous, dans notre système pédagogique, enseigne toutes les matières. Là, dans le secondaire, évidemment, celles-ci sont amenées par des spécialistes. Et là aussi, évidemment, la diversité, la nuance sont apportées par le biais de personnalités et approches différentes et complémentaires. Est-ce qu'on m'accorde encore 2 minutes? Merci. Pour finir, juste pour clore, parce que l'éducateur lui-même aussi, bien sûr. Je peux encore 2-3 minutes? Oui. D'accord, vraiment pour essayer de clôturer ça de façon harmonieuse. Donc, l'éducateur lui-même, qu'il soit parent ou professeur, est appelé aussi à se métamorphoser, bien sûr. Son attitude doit changer au fur et à mesure que l'enfant grandit. Il ne s'agit pas d'une progression linéaire, bien sûr, mais à chaque fois on pourrait appeler ça un retournement, une métamorphose. Si la jardinière ou le jeune parent, ou si les jeunes parents doivent avoir un geste de protection envers le petit enfant, de guidance vers des expériences sensorielles vécues, les enfants plus grands et les adolescents attendent évidemment de l'adulte une autorité qui n'est ni celle de la carotte, ni celle du bâton. Celle-ci se fonde naturellement par le climat de confiance et de reconnaissance mutuelle, on va dire des facultés entre les professeurs et les élèves, ou entre les parents et leurs enfants, bien sûr. Et plus tard, comme nous l'avons vu, les jeunes attendent qu'on leur permettent d'exercer leur jugement de manière à devenir autonomes. Leur idéal et leur guide intérieur. Et le geste du professeur et des parents est également celui de discerner cet idéal dans le jeune adulte. Mais les professeurs et les parents devraient avoir en commun l'image, on va dire l'image évolutive de l'être humain en devenir, son archétype individuel. Et cette attitude peut nous sauver de l'étiquetage très fréquent dans l'enseignement. Cet enfant est dyslexique, celui-là est hyperactif, celui-là il est nul en maths, etc. Il y a des jugements qui se font régulièrement, en continu. Une autre approche est possible. Ne dites pas cet enfant est paresseux, mais la paresse vit
en cet enfant. La paresse ou tout autre défaut ou qualité. Il y aurait encore beaucoup à dire, bien sûr, mais je m'arrête là parce que le temps est écoulé. Merci pour votre patience. Merci. Merci Philippe, merci à toi. Je laisse à la technique, Pascal, tu te reconnaîtras, la possibilité de poser les questions qui ont été envoyées à Philippe, s'il y a un petit peu de temps encore pour pouvoir y répondre. Bien sûr, bonsoir. On a donc, bonsoir. On a reçu donc quelques questions adressées à Philippe et en rapport donc. Je vais te poser la première. Pourquoi le rythme des 7 années est-il si important dans l'éducation Waldorf? Pouvez-vous expliquer pourquoi tous les 7 ans il y a un nouveau stade de développement, selon Steiner? J'ai essayé, oui, merci pour cette question. Évidemment, elle est pertinente. Hein. Comme j'ai dit au début, il ne faut pas se fixer trop sur ces 7 parce qu'évidemment, c'est très variable. Mais on voit qu'effectivement, il y a des changements qui s'effectuent à tel âge ou à tel âge. Et on voit qu'effectivement, à 7 ans, comme je l'ai mentionné au début de cette conférence, il y a une transformation qui se passe dans l'enfant, hein, au niveau de sa compréhension du monde, de son approche du monde. Il va être plus vis-à-vis de ce monde. Le petit enfant du jardin d'enfants est encore incrusté dans ce monde, il fait partie de ce monde, il fait partie du bouquet de fleurs qui est sur la table, hein, de par ses senteurs et son apparence. À partir de 7 ans, il va y avoir une distance qui va s'effectuer à partir de la complantation, de l'observation du monde vis-à-vis à partir de l'enfant, n'est-ce pas? Et on voit la même chose qui va se produire à 14, 13, 14, c'est variable, c'est mobile selon les enfants, bien sûr, mais c'est approximatif, c'est approximativement 7 ans. Là, on voit effectivement aussi que la petite enfance et l'enfance, la moyenne enfance disparaît pour céder la place à quelque chose de nouveau qui s'inscrit dans la biographie de l'enfant. C'est cette, comme je l'ai dit en fin de conférence, cette révolte intérieure par rapport à l'autorité, par rapport à ce qui se présente à lui. Il va se positionner avec sa personnalité, avec sa critique évidemment aussi justifiée de par son âge, il doit passer par là. Et ça se fait effectivement à un rythme d'à peu près 7 ans. On voit 7 ans après, hein, quand l'enfant va avoir 21 ans, que quelque chose d'autre naît en lui. Cette adolescence va disparaître progressivement pour céder la place à quelque chose qui va se personnaliser. Il va effectivement déployer en lui, hein, le jeune, il va déployer en lui ce qui est propre à sa personnalité, ça veut dire son affirmation de son moi. Hein, il va aussi essayer de s'inscrire, il va faire des choix dans la vie, il va faire des choix d'études, etc. Donc, il y a vraiment ce rythme qui se multiplie à chaque fois au travers la biographie de chaque être humain. Et faites cet exercice pour vous-même. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 49 ans, hein, n'est-ce pas? Ou quand j'avais 28 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et quand je retrace ma biographie, c'est pas parce que je le veux, mais parce que je sais que ce rythme-là, quelque part, il a été évoqué par Rudolf Steiner, donc absolument que je trouve quelque chose. Non, objectivement, et détaché de cette théorie, hein, essayez de trouver justement ce rythme qui est quand même quelque chose, essayez de trouver ce rythme s'il est effectivement en lien avec des étapes dans votre vie et s'il correspond à ce rythme de 7 ans, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est juste, ne prenez pas ça comme un dogme, hein. Si c'est un dogme, évidemment, oubliez, hein. Il n'existe pas de dogme en matière de pédagogie Waldorf, hein. Ça, je le dis et je le redis à chaque fois. Il faut essayer d'observer les phénomènes, essayer d'approcher le monde, l'être humain, avec une certaine distance et un discernement qui va mener effectivement à une image plus complète de l'observation, du phénomène en soi, hein.
Donc, nous essayons effectivement de faire dans notre enseignement, de partir justement de cette observation pour essayer d'objectiver le monde, hein, voilà, au fur et à mesure des années, bien sûr, et pas d'entrée de jeu immédiatement. Très bien. Je ne sais pas si c'est une réponse suffisante à la question qui a été posée, mais bon, c'est évidemment un élément de réponse que moi je peux apporter. Voilà. Bah, ça ne sera jamais suffisant, mais en tout cas, c'est nécessaire pour une compréhension globale de ce cycle de 7 ans. Donc, on l'a en tout cas bien compris. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, j'en ai d'autres. Deux questions que je peux regrouper en une, je pense, à savoir quelles sont les matières artistiques enseignées et quel est donc le rôle du beau dans la pédagogie Steiner. Oui, évidemment, des questions qui sont posées par des parents lors de réunions de classe, n'est-ce pas, réunions parents-professeurs. Qu'est-ce qui est beau, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose d'objectif dans le beau? Évidemment, ça c'est une question déjà philosophique qu'on pourrait traiter dans une autre conférence, hein, bien sûr. Mais il faut partir de l'enfant à nouveau. Hein, il faut partir de l'enfant. Quand les enfants entrent dans la classe, le matin, souvent il y a des nouveaux dessins sur le tableau, et il y a cet étonnement, hein, cette admiration devant ce lion ou d'un arbre ou d'une plante ou d'un autre animal, etc. Hein. Il y a cette admiration. Oh, que c'est beau! D'accord? Et immédiatement, il y a cette envie, hein, qui s'exprime au travers d'un enfant de vouloir reproduire, de vouloir aussi accéder à ce monde de l'artistique. Hein. Donc, il veut faire. Donc, on a parlé de volonté. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui s'exprime d'entrée de jeu quand il est confronté à ce genre de manifestation artistique. Les matières qui sont enseignées, le dessin, la peinture aquarelle, parce que la peinture aquarelle permet à l'enfant de continuer une peinture au fur et à mesure d'un processus temporel, on va dire. Hein. La peinture à l'huile fige trop rapidement, on va dire, la matière sur le papier ou sur le support. L'aquarelle a cette capacité ou cette qualité de pouvoir être mobile pendant un certain temps. Voilà, donc elle est aussi beaucoup plus transparente. Après, évidemment, dans les grandes classes, on va augmenter un peu la pigmentation pour qu'il y ait plus de perspectives possibles aussi lors de l'activité artistique. Donc le dessin, la peinture aquarelle, donc à chaque fois, au moins une fois par semaine. Le dessin dynamique et de forme. Les dessins dynamiques, bon, je n'ai pas d'exemple ici, mais les dessins dynamiques, ce sont des formes qu'on fait en continu, mais qui aident aussi l'enfant à progresser dans sa géographie corporelle, dans sa latéralisation, dans sa gauche et sa droite, etc. Donc il y a dans nos écoles, il faut quand même le remarquer, très peu d'enfants qui portent des marques de faire ces niveaux-là très vite dans les premières classes. Donc justement, cette latéralisation se met en face. Et on parle rarement de dyslexie dans nos écoles. Évidemment, ça existe, bien sûr, hein, mais beaucoup moins fréquemment que dans d'autres types d'enseignement. Donc le dessin dynamique, le dessin de forme, hein, qui aide aussi l'enfant à mettre en place ce que je viens d'évoquer, hein, donc cette gauche, cette droite, cette mobilité de la forme, hein, que ce soit des formes rondes ou des formes plus aiguës, hein, peu importe. Hein, donc ce dessin de forme va aider les enfants aussi dans les exercices de symétrie, hein, en miroir, hein, qui va aider en deuxième classe, cultive chez l'enfant le besoin actif, on va dire, d'achever ce qui n'est pas encore terminé. On fait une forme à gauche et l'enfant doit reproduire la même chose en miroir à droite. Donc là, à nouveau, on travaille sur cet aspect de latéralité, n'est-ce pas, hein? Il développe là par son sens de l'harmonie aussi, de l'équilibre. Tout ça aide évidemment à s'équilibrer aussi soi-même intérieurement. Je dis aide, hein? Et certains enfants en ont moins d'autres, mais peu importe, on fait en tout cas cette activité au moins une fois par semaine. Quoi d'autre? Il y a la musique qu'on cultive, je dirais, quotidiennement, hein, dans ce qu'on appelle les parties rythmiques,
la partie rythmique, on va dire, commence la journée, commence le cours principal, je vais en dire peut-être un petit mot aussi, pour mettre les enfants en phase l'un avec l'autre, de partager quelque chose avec de la poésie, de la musique instrumentale et vocale, des canons. Et il est quand même très étonnant quand même de voir quand on entre dans une classe où la musique est cultivée, que c'est la beauté elle-même qui s'exprime à chaque fois par l'innocence de la bouche des enfants. C'est incroyable la beauté qui s'exprime dans ces classes-là. La poésie, bien sûr, qui est aussi une expression, la récitation, mais aussi la composition de poésie, qui peut aussi se faire dans les classes un peu plus grandes, comme la 3e, 4e classe, donc le CE2, le CM, le DCM. Quoi d'autre? Évidemment, il y a le théâtre. Une fois par an, au moins, on présente ou bien des scénettes ou bien des mises en scène à partir de pièces existantes ou composées par le professeur de classe, en fonction de sa classe aussi, ou en fonction d'un thème qui a été abordé, que ce soit la botanique ou la grammaire. On essaie aussi de mobiliser effectivement le corps humain et la parole qui vont de pair pour présenter des matières telles que l'histoire, la mort de Jules César en 6e classe. Ce sont des pièces de théâtre qui sont souvent jouées par des enfants de 12 ans, et ainsi de suite. Quoi d'autre? Oui, voilà, donc ça c'est le principal. Le bois, le travail du bois. Le travail sur bois, effectivement, plutôt dans les... Ouais, ça c'est déjà moins artistique, mais c'est aussi en lien avec cette écologie dont je parlais tout à l'heure. Le travail sur bois, bien sûr, mais c'est plutôt artisanal. Les travaux qui ont évidemment aussi, comment dire, une dimension artistique, qui sont cultivés à partir du jardin d'enfants, bien sûr, mais jusqu'en 12e classe. 12e classe étant donc effectivement la terminale, et qui est aussi progressive, évolutive, et qui se complexifie aussi en fonction des aptitudes et des capacités corporelles et psychiques, évidemment, des enfants. Travail sur bois, travail sur pierre aussi dans les grandes classes, 11e, 12e classe, sur cuivre. On frappe le pour faire des objets, etc. Donc, toutes ces disciplines artistiques et artisanales aident à justement mettre en place une plénitude de capacités de savoir et de savoir-faire qui donneront à l'enfant, à l'adolescent, à l'enfant de 18 ans, de pouvoir choisir parmi tous ces éléments, par toutes ces acquisitions, le chemin qu'il va poursuivre dans la vie. Et voilà, donc c'est magnifique. Donc on ne va pas le conditionner à partir d'une 3e de collège. Et voilà, il n'est pas bon en maths, donc on va le mettre en langue, en linguistique, etc. Ou vice-versa, ou dans le professionnel, où on va trop vite pousser un enfant à faire des choses ou à ne pas faire des choses qu'il a peut-être encore envie de faire, mais il ne le sait pas. Donc, et justement, excuse-moi oui. Philippe, ça rejoint un peu une des questions qu'on a encore, puisqu'il nous en reste 3. Par exemple, comment sont traités les enfants à haut potentiel, TDAH? Par rapport à ce que tu racontes, ça rejoint un peu à ce que tu racontes. Je ne peux pas être exhaustif sur ma réponse, bien sûr, mais c'est un thème que j'ai abordé justement lors d'une conférence aussi, les enfants à haut potentiel. Comme je l'ai dit dans ma conférence, je le redis à chaque fois, il faut différencier, ça c'est tout à fait clair. Si on ne différencie pas, ça veut dire il y a certains enfants qui passent à travers les mailles du filet ou qui restent en attente par rapport à une soif qu'ils ont. Voilà. Donc, il faut effectivement répondre à chaque besoin individuel de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On constate, j'en ai eu dans la classe, des enfants à haut potentiel. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on traite, par exemple, j'invente quelque chose sur place, là, on parle du rein dans le cours de géographie. Et il se veut que cet enfant à haut potentiel a déjà potassé des atlas et des documents qui ont raconté. Et il peut tout dire sur le rein. J'ai eu un enfant comme ça, concrètement. C'était en 5e, 6e classe. Et donc, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut que je raconte, que j'entre effectivement dans ce descriptif du rein. Comment est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il a sa naissance? Lui, c'est déjà tout. Il a sa naissance là-bas, dans les Alpes, etc., ou dans la Schwarzwald, je ne sais plus. Et voilà, il va vers la mer du Nord, etc. Il savait tout. Que faire?
Donc, on va essayer, il ne faut pas arrêter évidemment le processus pour les autres élèves, ça serait évidemment quelque chose qu'il ne faut pas envisager. Donc, on va essayer de mobiliser d'autres forces qui résident dans cet enfant. Il est fort en maths aussi. Hein, il était fort en maths. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là? J'ai dit, bon voilà, toi, tu vas calculer le débit du Rhin de tel endroit à tel endroit, hein, le débit sur une heure, voilà. Voilà, je te donne une formule et tu appliques. On y va. Il était absolument content, il était réjoui, il était joyeux de pouvoir effectuer ce travail-là. Et donc, il a partagé aussi, évidemment, son résultat avec ses camarades de classe. Et dans chaque contexte, il va évidemment demander plus de nourriture. Et justement, il ne passe pas par les mêmes phases que j'ai décrites tout à l'heure. Il ne passe pas par ces phases d'imagination et de contemplation intérieure pour arriver quelque part à une notion intellectuelle, à une abstraction. Lui, il est direct, paf, dans l'abstraction. Il est direct dans le savoir. D'accord? Donc, il ne passe pas par ces... Donc, il a quelque part aussi un appauvrissement on va dire, de son monde intérieur. C'est entre guillemets que je mets ça, bien sûr, hein, parce que c'est un peu péjoratif, mais il faut lui donner une autre nourriture. Et quand on dit, ouais, mais il est bon en maths, il est bon en français, tout ça, la grammaire, il ne fait pas de faute, mais en peinture, il est nul. Hein. Tu as vu comment il peint? Mais comment est-ce qu'on peut évaluer une peinture? Tu lui fais peindre et tu vois effectivement que cette peinture, elle n'est pas peut-être en phase avec, je dirais, la moyenne, entre guillemets, de la beauté, en matière de beauté de ses camarades de classe. Mais est-ce qu'on peut dire, tu vas refaire? Tu peux évaluer une peinture de telle façon, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là, hein? On va l'encourager, bien sûr, mais on va se dire, voilà, les autres peignent. Et toi, bon, tu as peint aussi peut-être, mais tu vas faire un autre travail à côté. Tu vas écrire un petit texte, un exposé. Non, ce n'est pas un exposé, c'est une rédaction sur la rencontre du bleu et du jaune. Ce sont juste le thème qui était d'actualité dans la peinture. Et tu vas leur faire tu vas les faire communiquer. Ils vont parler entre eux. Il faut que ce soit au présent, tu utilises le présent de l'indicatif, l'imparfait, et je veux aussi du passé composé. En même temps, j'aimerais bien aussi que tu utilises la voix passive, c'est en 5e classe, hein, la voix passive et active, d'accord? Allez, mise en route. Waouh, il est dans son élément. Donc, il va le faire et il va aussi, en contemplant les peintures le lendemain ou quelques jours après, lui, il va lire sa rédaction. Et ça va aussi, effectivement, caractériser le travail des enfants de la classe. Donc, il y a à nouveau quelque chose, une unité qui se fait et une compréhension, justement, de cet enfant qui est différent. Et donc, il faut adapter l'enseignement en continu. C'est un travail. C'est un grand travail pour l'enseignant, mais il doit se faire, sinon on le perd. Sinon, on le perd. Voilà. On comprend qu'il faut effectivement s'adapter à chaque enfant. Et là également, on a le cas inverse d'une question qui demande si vous accompagnez des enfants porteurs de trisomie également. Ah. Alors là, je n'ai pas encore été dans ce cas de figure. On a eu, les dernières années, on a eu dans notre petite école à Pau, on a eu une fille autiste, ça oui, donc on l'a accompagnée le mieux qu'on pouvait, en accord effectivement aussi avec les parents, mais ce n'est pas exclu hein, de recevoir des enfants handicapés, hein, ou à déficience moteur ou autre, au sein de nos classes, dans la mesure du possible, bien sûr. Il faut aussi que l'école, et en particulier l'enseignant, puisse répondre hein, aux besoins de l'enfant avec un savoir et un savoir-faire en fonction de l'enfant, hein, de ses besoins, comme je viens de le dire, donc de ses nécessités profondes. Ça peut être un atout pour une classe, ça peut être un bonheur pour une classe aussi d'accueillir un enfant comme ça. Mais il faut l'accompagner, il faut être en mesure de le faire. Si l'enseignant ne le sent pas, et s'il ne se sent pas, par exemple, soutenu par son environnement, par ses collègues, par son contexte collégial, ça va être plus difficile. Mais moi, je suis absolument partant pour que cela se fasse davantage dans la mesure, toujours évidemment, du possible, et de l'accompagnement approprié.
évidemment pas que le professeur de classe, mais aussi des personnes extérieures qui puissent intervenir au moment approprié pour aider l'enfant à progresser dans ses apprentissages. Hein. Pourquoi pas? Mais je ne l'ai pas encore vécu personnellement, hein, de cette façon-là. Voilà. D'accord. Et j'arrive à la dernière question qui est un peu reliée également, puisque qui nous dit qu'une des difficultés à l'école classique, c'est le nombre d'enfants par classe. Oui. Combien y a-t-il d'enfants dans la même classe en moyenne dans nos écoles? Ça dépend des écoles. Hein. Mm. Première école Ouais. Waldorf à Stuttgart en 1919. Pardon, tu voulais encore rajouter quelque chose? Non, je t'écoute. Non, d'accord. Dans la toute première école, il y avait, je crois qu'il y avait une soixantaine avec un professeur de classe. Évidemment, ce genre de configuration n'est absolument plus possible, ni envisageable, ni souhaité hein, de nos jours. Hein. Mais moi, j'ai par exemple commencé par une classe, et c'était en Belgique, j'avais 23 ans, avec un CP, donc une première classe, de 32 élèves. D'accord, ce qui était à ce moment-là coutume, hein, ce qui était voilà, tout à fait normal. Hein. Et j'ai même eu des années où il y a encore des élèves qui se sont rajoutés. Après coup, évidemment, on réfléchit, est-ce que j'ai pu donner à chaque enfant ce dont il avait besoin pour progresser dans son développement personnel et ses apprentissages? J'en doute fort aujourd'hui, hein, que ça puisse encore être possible, hein, vu que finalement aussi les enfants ont changé, la société a changé, il y a d'autres manifestations de la société qui arrivent vers les enfants et qui perturbent aussi en quelque sorte leur comportement au sein de la classe. Donc, mais dans nos écoles, ça dépend des classes, ça varie entre 3, je dis n'importe quoi, hein, 3 dans des toutes petites écoles hein, qui existent aussi, hein, voilà, 3 en première classe, jusqu'à une vingtaine, 25, mais il y en a peut-être plus, hein, ok. Et en montant donc vers le collège et le lycée, ça diminue évidemment en volume, hein, parce qu'il y a toujours des élèves qui partent, qui choisissent d'autres voies, etc., hein, d'accord. Mais bon, il y a des écoles en Allemagne, il y a des écoles dans d'autres pays, en Belgique aussi, j'en connais, qui ont de première classe de 25 élèves, par exemple. Hein. Voilà. Des doublements de classe, ça existe, hein, évidemment. Il y a des grandes écoles, des bahuts, hein, voilà. Et il y a des toutes petites écoles avec des classes à niveau multiple, ce que j'ai vécu aussi pendant plusieurs années. Hein. 6 classes rassemblées dans un groupe, dans une entité de classe. Ce qui est aussi formidable, ça serait une autre conférence. Voilà. Voilà. Merci. Très bien, je pense qu'on arrive à la fin. C'est bon pour toi, Pascal? Oui. Il n'y a pas d'autres questions, d'accord. Je vérifie, j'en ai peut-être une petite dernière rapidement. Alors, quels impacts ont les écrans dans l'apprentissage des écoliers? Très bonne question aussi, bien sûr. Hein. Ben, c'est très d'actualité, on en parle même dans l'éducation nationale, on en parle partout. Évidemment, l'impact, il est majeur, hein, on le sait très très bien. Hein, souvent, les élèves sont, quand les élèves sont très perturbés, et on scrute un peu la cause, vers les causes qui seraient à l'origine, effectivement, de ces perturbations. Souvent, il y a les écrans qui se manifestent, hein, voilà, donc il ne faut pas se cacher derrière cette réalité, enfin, voilà, il ne faut pas occulter cette réalité-là, elle est là, mais il faut aussi que nous, en tant que pédagogues, que ce soit dans l'éducation nationale ou Waldorf, qu'on tienne compte de cette réalité. Hein, dans le temps où Steiner avait créé sa première école, le téléphone était à peine inventé, hein, pour ainsi dire. Il n'y avait pas encore la télévision, il n'y avait rien de la sorte. Hein, il y avait encore comment dire, ce cocon familial qui était encore fortement présent. Hein. Là, tout a changé. La société s'est éclatée à ce niveau-là, hein, éclatée littéralement, quoi. Donc les familles aussi. Il y a tellement de changements qui se sont manifestés au cours des dernières décennies qu'il faut tenir compte de ces réalités. Et notre enseignement va aussi répondre à ces manifestations de la société. Donc aussi les écrans. Hein. Et même que les écrans peuvent aussi, dans certaines grandes classes, figurer comme un outil d'apprentissage, pourquoi pas, tout en comprenant évidemment aussi de l'intérieur, l'engin, le fonctionnement. Donc là aussi, c'est quelque chose qui fait partie des cours d'histoire ou de technologie. Hein.
la révolution informatique. Hein, voilà, hein, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Donc, on va aussi essayer de pédagogiquement donner des réponses à ces phénomènes de société. C'est une évidence, je dirais. Hein, la révolution industrielle a sa poursuite, a sa continuité aussi à ces niveaux-là. Donc, oui, évidemment, quand on enseigne, quand on raconte des contes en première classe, par exemple, là, je termine par ça, hein, par le conte de Réponse ou de je sais pas quoi, de Cendrillon ou de comment ça s'appelle, avec la petite cape rouge, donc le petit chaperon rouge. Il y a certains enfants qui ont déjà vu le film hein, de Walt Disney à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, non, mais c'est pas bon. Non, non, c'est une réalité. Donc, il faut en parler. Voilà, c'est là. Mais en même temps, on s'est préparé aussi à ce qu'une image intérieure puisse se créer en l'enfant et pas une image préfabriquée qui atteint immédiatement le cerveau de tous les enfants en même temps et de la même façon. D'accord? Là, en racontant une histoire, chacun va déployer en lui des images personnelles, du petit chaperon rouge, de l'histoire qu'on raconte, etc. Donc, il y a une autre dimension. Extérieure, de l'extérieur vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers l'intérieur, et puis après vers l'extérieur via le dessin ou la peinture. Hein, okay? Donc, il faut tenir compte, on est citoyen de ce monde moderne, il faut s'y inscrire, il faut être ouvert au monde, il faut l'adopter, il faut l'aimer aussi, en quelque sorte, et voilà, il faut faire avec. Hein. Et pas de façon, c'est pas négatif ce que je dis, il faut faire avec, Non, non, il faut vraiment travailler avec ce monde, voilà, parce qu'on est dedans. La pédagogie steiner ne se met pas à part, elle est inscrite dans cette réalité de société. Voilà. Merci Philippe. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Est-ce que c'est bon pour toi alors, Pascal? C'est bon, on a fait le tour de Ouais. toutes les questions reçues. Moi, je dois juste rebondir à titre personnel sur un des propos de Philippe. Tu as parlé de champs sensoriels dans le jardin d'enfants. Et il se trouve que quand j'ai fait une formation sur la dyslexie, qui n'a rien à voir du tout avec la pédagogie, on a mis en avant, pour aider les enfants dyslexiques, de retravailler tout le sensoriel. Et je suis arrivée donc à cette conclusion, parce qu'après je vais travailler dessus personnellement, sur le fait que la pédagogie Steiner-Waldorf est vraiment une pédagogie qui évite, dans la mesure du possible, en tout cas, qui fait en sorte que les enfants soient beaucoup moins dyslexiques, parce que tous les sens, que ce soit la motricité fine chez les petits, le crayon, l'art, le mouvement en lui-même, est vraiment, l'enfant est traité dans sa globalité. Et on s'est aperçu dans les enfants dyslexiques que justement la partie kinesthésique, la partie du mouvement, était souvent mise à mal dans les pédagogies. Et donc, pour moi, ça a été aussi personnellement une révélation sur ces problèmes de dyslexie qui sont beaucoup moins développés que dans les autres apprentissages. Exactement, exactement. Ouais. Et je finirai là sur le fait que, par rapport à tout ce qu'a pu dire Philippe, j'encourage toute personne intéressée à aller un jour voir dans les journées portes ouvertes des écoles Steiner la beauté des cahiers. Ce sont vraiment des histoires. L'histoire de nos enfants sont inscrits dans ces cahiers. On les garde comme des reliques. Moi, je les ai, de tous mes enfants, gardé les cahiers parce que on voit l'évolution, on voit l'évolution des dessins, de la beauté imprégnée, de l'écriture. C'est vraiment c'est un pan d'histoire de notre enfant qui sont inscrits dans les cahiers. Et j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas cette pédagogie à aller voir dans les journées portes ouvertes les expositions pédagogiques. Et pour finir, prochainement, nous allons organiser un atelier, donc les boutons d'or à Aiguille va organiser un atelier d'échange sur l'art, justement, dont la date va être prochainement précisée, mais qui sera faite en présentiel dans notre école. Et là, donc voilà, ce sera tout un atelier. Donc, je vous invite à suivre cette information si ça vous intéresse pour la suite. Voilà, je pense que, en tout cas, pour moi, sûr que c'était très enrichissant. Merci encore à toi, Philippe. Merci, Philippe. Et merci à tous les
auditeurs qui se sont connectés. Merci à la technique avec Pascal. Merci à Marie-Louise qui se reconnaîtra aussi, qui n'apparaît pas sur l'écran. Et évidemment, un dernier merci à Philippe pour son enthousiasme débordant et l'amour de son métier qui fait plaisir à voir. Et voilà, c'est beau. Et heureusement que dans ce monde, il y a encore des gens enthousiasmés par les enfants, la pédagogie et l'amour de la transmission de ce qu'on est adulte envers nos enfants. Merci pour ces belles paroles. Merci à toi. Merci. Et Merci à tous. pour un prochain Zoom. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.